4 principaux acteurs du conflit libyen se sont engagés à travailler ensemble pour que des élections se tiennent le 10 décembre prochain. C'était à l'issue d'une rencontre à Paris sur initiative du président français Emmanuel Macron. Au Zimbabwe, Harare et Bruxelles se sont entendus sur les droits et obligations de la mission de l'Union européenne lors des prochaines élections. Les deux parties ont signé un protocole d'accord pour la mission d'observation électorale. Et puis en RDC, le président Joseph Kabila restera le chef de la majorité présidentielle en cas de victoire de sa coalition politique aux prochaines élections. C'est ce qu'a déclaré en début de semaine le porte-parole du gouvernement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président français Emmanuel Macron a réuni ce mardi les 4 principaux acteurs du conflit libyen pour tenter de trouver une sortie de crise dans ce pays, toujours plongé dans le chaos 7 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. À l'issue de cette rencontre, ils se sont engagés à travailler ensemble pour que des élections législatives et présidentielles se tiennent le 10 décembre prochain. Voici les images. La déclaration politique lue à l'issue de la rencontre a été approuvée oralement par le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez Al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, et celui du Conseil d'État, Khaled Al-Meshri. Mais elle n'a pas donné lieu à une signature devant les caméras comme initialement prévu. Réunis à Paris par le président français Emmanuel Macron, ils se sont engagés à travailler ensemble pour que des élections législatives et présidentielles se tiennent le 10 décembre prochain. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives. Et donc l'engagement, sur la base de ce processus, de redonner pleinement, sûrement, au peuple libyen sa souveraineté et de lui permettre de l'exprimer à cette date. Les responsables libyens se sont également engagés à procéder à l'adoption d'une base constitutionnelle pour les élections et des lois électorales nécessaires d'ici le 16 septembre 2018. Afin d'améliorer le climat en vue des élections nationales, la Chambre des représentants basée à Tobrouk devra se réinstaller à Tripoli et le gouvernement parallèle instauré dans l'est du pays devra être démantelé à terme. Les forces militaires et de sécurité aujourd'hui émiettées en de multiples milices devront aussi être unifiées sous l'égide des Nations Unies. Ces engagements ont été pris devant 20 pays, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, voisins de la Libye, pays européens du Maghreb et du Golfe, tous impliqués dans la crise libyenne ou concernés par ces enjeux, notamment sécuritaires et migratoires. En bref, au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les restaurants universitaires publics du pays en faveur des étudiants en grève depuis la mort d'un des leurs au cours d'affrontements avec la gendarmerie le 15 mai dernier. Ces décisions interviennent au lendemain d'une rencontre au palais présidentiel entre le chef de l'État et les représentants de la coordination nationale des étudiants. Il faut dire que la reprise des cours reste toutefois incertaine. À Saint-Louis, les étudiants qui ont boycotté la rencontre avec le président maintiennent leur mot d'ordre de grève. En revanche, des étudiants de l'université tchèque Anta Diop de Dakar ont appelé à un retour à la normale. Restons au Sénégal, plus précisément à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, d'où est partie la contestation des étudiants sénégalais et où a été tué l'étudiant Fallou Sène. La victime et ses camarades réclamaient le paiement de leur bourse. Leurs protestations ont ramené à la lumière les difficultés qui prévalent dans les universités, notamment les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les étudiants. C'est un reportage de Tchèque Berthe. Rokaya vit dans cette pièce de 10 mètres carrés avec 3 de ses camarades de classe. Cette chambre, elle les sert de dortoir, de salon, mais aussi de cuisine, une condition proche du dénouement dans laquelle elles vivent et étudient. Avec les matelas qu'on superpose et qu'on fait descendre la nuit, et en même temps, on veut cuisiner, on veut tout faire dans cette chambre-là et travailler. Vous voyez, la table là, c'est pour au moins 3 personnes. La chaise,
Souvent, on est obligé. Moi, je reste sur le lit pour travailler souvent, ou bien je sors. Autre précarité de l'air quotidien, c'est les problèmes d'eau. Un seul robinet alimente tous les bâtiments. Rokhaya remplit des seaux d'eau par jour pour son usage quotidien. Mais très souvent, l'eau ne coule pas. Il n'y a pas d'eau encore. Oh là là. Ça devient encore plus compliqué aujourd'hui, franchement. Là, on est obligé d'aller puiser de l'eau au réservoir. Bon, s'il n'y en a pas là-bas, aller dans le village environnant ou bien acheter de l'eau. Le manque de logement à l'université pousse certains étudiants à trouver un logement en dehors du campus. Abdou est membre d'une association qui les aide à trouver un logement comme cette maison à une centaine de mètres de l'université. Ici, 12 personnes vivent. Ils cotisent 10 000 francs CFA par mois. Le reste des frais est cherché ailleurs et souvent difficilement. Maintenant, la recherche de fonds, quand même, parfois c'est compliqué. Nous courons derrière les ONG, derrière les autorités politiques des maires, les hommes de bonne de la localité. Et des fois, nous sommes confrontés à ces problèmes-là, de prendre en charge en quelque sorte la question de l'électricité, de l'eau et même du paiement. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est le calme qui règne en ces moments sur les campus. Les étudiants en grève illimitée sont rentrés en famille. Difficile de rester ici dans des conditions de surpeuplement pendant ces moments de grève. Les autorités sont en train de construire de nouveaux bâtiments pour améliorer les conditions de logement des 10 000 étudiants qui peuplent les amphithéâtres. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Zimbabwe où Harare et Bruxelles se sont entendus sur les droits et obligations de la mission de l'Union européenne lors des prochaines élections. L'ambassadeur de l'Union européenne et le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères ont en effet signé un protocole d'accord pour la mission d'observation électorale. Voici les détails. Le nouveau régime zimbabwéen qui tente de renouer avec l'Occident a invité la communauté internationale, dont l'Union européenne et le Commonwealth, à venir observer les élections de 2018. Lundi, Harare et Bruxelles se sont donc accordés sur les droits et obligations de la mission de l'UE au cours de ces scrutins prévus pour le mois de juillet. Il s'agit en effet d'une étape importante dans l'ensemble des mesures qui ont été prises pour renforcer la confiance dans le processus électoral à venir. Nous sommes très heureux d'avoir pu signer ce mémorandum d'accord qui nous permettra maintenant de mobiliser la mission d'observation électorale dès que possible. Le désir de la nouvelle administration est d'avoir un processus électoral transparent en invitant différents observateurs électoraux afin qu'ils puissent venir observer au moins la démocratie en action. La dernière mission électorale de l'UE au Zimbabwe remonte à 2002. Ces élections seront les toutes premières organisées depuis la démission en novembre de Robert Mugabe, contraint de quitter le pouvoir sous la pression de l'armée, de la rue et de son parti, la ZANU-PF, après 37 ans au pouvoir. Nous sommes toujours au Zimbabwe où ce mardi était le dernier jour d'inspection des électeurs avant les élections générales prévues au mois de juillet prochain. Les électeurs peuvent vérifier leurs détails d'identification personnelle lors de l'inspection des listes électorales. Aussi pouvaient-ils s'assurer de leur nom, que leurs noms sont inscrits dans les centres de vote correspondants. Nous nous attendons à ce que les gens viennent aujourd'hui pour vérifier. Comme vous pouvez le voir à l'extérieur, une multitude de personnes s'enregistrent. Mais avec l'inspection, c'est différent. J'aimerais penser qu'ils reçoivent peut-être des messages sur leur téléphone, qu'ils se renseignent sur leur statut. Oui, je leur fais confiance à 100%. Pourquoi ai-je besoin de quelqu'un à l'extérieur du Zimbabwe qui est notre peuple ? Donc, nous devons leur faire confiance. Mon impression est que les gens doivent être très matures. Pas de violence, juste voter. Pas de violence, pas de combat, juste pour construire notre nation en paix. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila restera le chef de la majorité présidentielle en cas de victoire de sa coalition politique aux élections du 23 décembre prochain. C'est ce qu'a déclaré en début de semaine le porte-parole du gouvernement, alors qu'une partie de l'opposition accuse toujours le chef de l'État de vouloir rester au pouvoir.
Il est le chef de la majorité présidentielle. Lorsque nous irons aux élections, il sera le chef de la majorité présidentielle. Et puisque nous avons l'intention de gagner, après les élections, Joseph Kabila sera le chef de la majorité présidentielle. Il s'agit d'une déclaration de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, qui a estimé en conférence de presse que cela n'a rien d'anticonstitutionnel. Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir après la fin de son deuxième et dernier mandat le 20 décembre 2016, selon la Constitution qui autorise le président à rester en poste jusqu'à l'installation d'un successeur élu. Mais à l'approche de la présidentielle du 23 décembre prochain, des propos appelant à une candidature du président sortant sèment le trouble dans les esprits. Début mai, Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, le parti au pouvoir, a laissé entendre que Kabila est et restera président. Sur des affiches récemment placardées par des proches du PPRD, on peut également lire la mention « Notre candidat Joseph Kabila ». Pendant ce temps, la thèse selon laquelle le président Kabila, élu en 2006, n'a fait qu'un mandat de 5 ans selon l'actuelle constitution en raison de sa révision partielle en 2011 ramenant le compteur à 0, envahit les réseaux sociaux. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé ce mardi qu'il allait approuver une loi abaissant l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique. Ce faisant, il ouvre la voie à des candidats plus jeunes aux prochaines élections générales prévues pour 2019. Reportage. Dans les jours à venir, de nombreux jeunes Nigériens prometteurs se joindront à moi pour la signature de la loi pas trop jeune pour être candidat. Ainsi s'exprimait le chef de l'État Muhammadu Buhari dans un discours prononcé à l'occasion du jour de la démocratie célébré tous les ans dans le pays. Votée par les 2 chambres du Parlement l'année dernière, cette loi a ensuite été conformément à la Constitution approuvée par les 2/3 des assemblées législatives des États. L'assentiment du chef de l'État est la dernière étape du processus. Le test prévoit l'abaissement de 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouverneur. Les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées des États devront avoir au minimum 25 ans. La loi vise à encourager la participation des jeunes à la vie politique dans un pays où plus de la moitié des quelques 180 millions d'habitants a moins de 30 ans. À 75 ans, le président nigérien Muhammadu Buhari espère être réélu pour un deuxième mandat de 4 ans à la présidentielle de février 2019, la 6e à se tenir depuis le retour à un régime civil en mai 1999. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.